Allez, on plonge au cœur du réseau. Dans ce monde un peu cyberpunk où l'anonymat, c'est souvent une illusion. Ici, chaque ligne de code peut devenir une pièce à conviction. C'est ça, la criminalistique numérique. Une traque sans relâche, où les enquêteurs chassent de véritables fantômes dans la machine pour découvrir qui se cache vraiment derrière des écrans. Alors, on va commencer avec une idée reçue, une idée qu'on entend partout. Un VPN, ce serait un peu comme une cape d'invisibilité sur Internet. On l'active et pouf, on disparaît. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? En réalité, c'est bien plus subtil. Pour un enquêteur, l'objectif, ce n'est pas de casser le chiffrement du VPN. Pas du tout. C'est plutôt de dessiner la carte de tout ce qui se passe autour. En fait, le principe de base est assez simple à comprendre. Chaque action en ligne, mais vraiment chaque action, du simple clic à l'opération la plus secrète, ça génère ce qu'on appelle des métadonnées. Ces traces, ce sont comme des ombres numériques qui restent là bien après qu'on soit parti. Et c'est là que le fameux jeu du chat et de la souris commence. Une course-poursuite sans fin entre ceux qui se cachent et ceux qui cherchent. Ok, mais pour bien comprendre comment fonctionne la chasse, il faut d'abord faire un petit détour. On va se mettre un instant dans la peau de celui qui justement ne veut pas être vu. On va décortiquer un peu la stratégie de l'attaquant. Quelles sont ses méthodes pour atteindre une cible ou simplement pour se noyer dans le bruit de fond d'Internet? Et là, l'arsenal est assez impressionnant. On a d'abord la manipulation psychologique, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale qui exploite la faille humaine. Ensuite, plus récent, on a la compromission des IA via ce qu'on nomme l'injection de prompt. Bien sûr, il y a la méthode classique, l'envoi de logiciels malveillants, des charges utiles conçues pour s'infiltrer et prendre le contrôle. Et puis il y a l'exploitation purement technique, comme les failles d'or, où, pour faire simple, on peut parfois accéder à des données sensibles juste en changeant un chiffre dans une URL. Bon, maintenant qu'on a vu le côté d'attaquant, on change complètement de perspective. On passe du côté de l'enquêteur. Et il faut savoir qu'une enquête, ça commence rarement avec un nom ou un visage. Non, bien souvent, tout part d'une simple trace de données. Un tout petit indice qui, au premier abord, a l'air complètement anonyme. Et ce petit indice, c'est le fil d'Ariane de l'enquête. Parce que même quand une action passe par un VPN, la victime, elle, enregistre deux informations absolument cruciaux. La première, l'adresse IP du serveur de sortie du VPN. La deuxième, l'heure exacte de l'action, et je parle à la milliseconde près. C'est tout. Mais ces deux petits éléments, c'est le point de départ de toute la chasse. Et là, on arrive à la technique maîtresse, la corrélation temporelle. Ce qui est fascinant, c'est que c'est d'une logique implacable. On ne cherche pas à casser le chiffrement, on ne fait que superposer des horloges. En gros, les enquêteurs vont voir le fournisseur de VPN et demandent, de façon légale bien sûr, qui était connecté à ce serveur précis à cette seconde précise. Et si, à ce moment-là, une seule et unique adresse IP s'est connectée à ce serveur via un fournisseur d'accès, eh bien, le lien est fait. La cape d'invisibilité vient de se déchirer. Mais au-delà de toute la technique, il y a une vérité qui ne change jamais. La plus grande faille de sécurité, elle est humaine. Comme dit le vieil adage de l'informatique, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier. C'est ce qu'on appelle la sécurité opérationnelle, l'OPSEC. C'est tout un art, celui de ne laisser aucune trace personnelle. Et c'est souvent là que les erreurs les plus bêtes deviennent les indices les plus précieux. Ces deux histoires, elles sont célèbres et elles illustrent une vérité fondamentale du numérique. Internet n'oublie jamais, vraiment jamais. Une petite erreur, un email utilisé une fois il y a 10 ans, un pseudo qu'on réutilise sur plusieurs sites, tous ces petits fragments d'identité numérique, ils s'accumulent avec le temps. Et à la fin, ils finissent par dessiner un chemin qui mène tout droit à une personne bien réelle, parfois des années après les faits. Alors imaginons que la traque de la personne soit terminée. Mais l'enquête, elle, est loin d'être finie. Maintenant, c'est la traque de ces outils qui commence. Une fois qu'on a mis la main sur un fichier malveillant, l'analyse bascule dans un monde quasi microscopique, celui du code. L'objectif, comprendre comment il marche, ce qu'il vise et quels secrets il cache. Et pour ça, il y a en gros deux grandes approches, deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, l'analyse statique. Imaginez que c'est comme démonter un moteur pièce par pièce pour comprendre comment il est fait, mais sans jamais le démarrer. C'est super sûr, mais on risque de passer à côté de certains détails. De l'autre côté, il y a l'analyse dynamique. Là, on met le moteur sur un banc d'essai dans un environnement protégé et on le démarre pour voir ce qu'il a dans le ventre. C'est plus risqué, évidemment, mais c'est aussi beaucoup plus révélateur. Même sans l'exécuter, l'analyse statique donne déjà une mine d'informations. D'abord, on calcule son hash, c'est son empreinte digitale unique. Ça permet de vérifier immédiatement s'il est déjà connu des services de cybersécurité. Ensuite, on regarde les chaînes de caractères lisibles dans le code. Parfois, on y trouve directement des adresses IP ou des URL de serveurs de commande. Et enfin, on analyse les imports, qui sont en quelque sorte la liste de ses intentions. On voit tout de suite s'il a prévu de créer des fichiers, de se connecter à Internet ou de modifier des choses importantes dans le système. Ok, maintenant, on passe en mode dynamique. On va lancer la bête. Mais attention, on fait ça dans un environnement totalement isolé et contrôlé, une sandbox. L'idée, c'est de répondre à une question cruciale. Une fois qu'il est sur une machine, comment ce maliciel fait-il pour s'installer durablement
et surtout pour rester caché. Le but numéro 1 pour n'importe quel logiciel malveillant, c'est ce qu'on appelle la persistance. Il ne veut pas être un simple visiteur de passage, non, il veut devenir un résident permanent de la machine. Et pour ça, sa technique, c'est de s'inscrire dans les zones de débarrage du système. Comme ça, il est sûr et certain d'être relancé automatiquement à chaque fois que la machine redémarre. Et pour trouver où il se cache, les analystes ont une méthode d'une efficacité redoutable. Ils utilisent des outils qui permettent, en gros, de prendre une photo du système avant d'exécuter le maliciel. Ensuite, on le lance. Et juste après, on prend une deuxième photo. Le logiciel n'a plus qu'à comparer les deux clichés, un peu comme un jeu des 7 erreurs, et il surligne la moindre petite modification. Et voilà, la cachette du maliciel est révélée. Mais il y a des techniques de camouflage encore plus fines, encore plus vicieuses. Il faut savoir que le système de fichiers de Windows a une sorte de compartiment secret, une fonctionnalité très peu connue du grand public qu'on appelle les flux de données alternatifs ou ADS. Pour faire simple, ça permet d'attacher un fichier caché derrière un autre fichier de manière totalement invisible pour un utilisateur normal. Et évidemment, les attaquants adorent utiliser ça pour cacher leurs outils. On peut très bien avoir un exécutable malveillant qui est littéralement greffé à une simple image ou un fichier texte. Pour n'importe qui, le fichier a l'air parfaitement normal et inoffensif, mais en réalité, il transporte un passager clandestin qui n'attend qu'un signal pour être activé. Donc, si on résume, le point essentiel c'est ça. La cyberenquête, c'est vraiment l'art de reconstituer un puzzle extrêmement complexe. On part d'une toute petite trace sur un réseau, on remonte le fil des erreurs humaines qui ont été laissées parfois des années auparavant, et ensuite on dissèque les outils de l'attaquant. Chaque pièce, de l'adresse IP de départ jusqu'à la petite clé de registre modifiée, s'assemble pour raconter l'histoire complète de l'attaque. Et pour finir, une dernière réflexion. Toutes ces traces qu'on laisse derrière nous dans le monde numérique, tous ces fragments d'activité, eh bien ils ne s'effacent jamais vraiment. Ils forment une empreinte digitale qui est permanente. Alors la vraie question, ce n'est pas de savoir si on laisse une empreinte, c'est plutôt de se demander quelles histoires cette empreinte raconte-t-elle, et surtout, qui est en train de les lire ?